Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux d'être là, dans cette enceinte tellement très riche, très important. Je suis très content. Je tiens à remercier bien évidemment Madame Françoise Graziani qui m'a invité, même si je ne suis pas un expert de Dante. Donc, comme elle a déjà expliqué, mentionné, je suis doctorant au 3e année de thèse, ici à l'Université de Corse, en co-tutelle avec l'Université de Florence, notamment avec Maurizio Agamennone. Donc, je ne suis pas un expert de Dante parce que, en fait, mon sujet de recherche depuis longtemps désormais porte exactement sur les traditions d'improvisation chantée. Donc, en fait, l'intitulé de ma thèse est l'improvisation poétique dans la tradition euro-méditerranéenne, origine et évolution comparée. Bon, après un peu la crise sanitaire, on a bien dû s'y refocaliser. Je suis très content quand même de développer un travail comparatif entre la tradition de chant improvisé corse, donc le Chiamelli et la tradition, bien évidemment, du centre d'Italie, dont on avait parlé déjà bien, Giovanni Kezic, du centre d'Italie de l'Ottawa. Moi, j'avais fait, en fait, une petite recherche de terrain à Ribolla, notamment. Donc, j'avais connu tous les improvisateurs, notamment toscans et ce qui gravite autour de la journée de rencontre de Ribolla. Et après, pour la maîtrise, je vais faire une recherche de terrain de quelques mois ici encore sur le Chiamelli. Donc, après, l'année dernière, je dois avouer que j'ai eu un peu une certaine impasse dans ma recherche, surtout parce que j'envisageais de faire un peu de terrain. Et donc, je me suis finalement décidé à étudier la Divina Commedia, finalement. Et donc, cette brève présentation va être, c'est un peu l'issue de cette période d'études et de ma recherche sur le chant improvisé, et notamment sur ma fréquentation de la Corse. Donc, les deux textes que j'ai utilisés, surtout après avoir étudié du premier et dernier chant de la Divina Commedia, surtout par les audiolivres, les audiotextes de Vittorio Sermonti, que je conseille à ceux qui ne sont pas des experts. Ce sont surtout ceux de Gianfranco Contini, Un'idea di Dante, que, comme vous connaissez sûrement, c'est le côté académique, scientifique, savant, alors que Vittorio Sermonti, c'est plutôt un vulgarisateur de l'œuvre dantesque. Donc, ce qu'il m'intéresse d'aborder aujourd'hui, c'est un parcours qui, en partant par une certaine conception que Contini et Sermonti nous invitent à faire sur la commedia, nous amènera au conseil clé du verso corse. Et après, il y aura juste une réflexion sur quels liens sont possibles, s'il y a cette possibilité, entre la langue dantesque et la langue corse d'aujourd'hui et de demain, dans sa lutte de reconnaissance, on dirait, de légitimité. Donc, ce qui m'a vraiment frappé dans cette étude de Sermonti et Contini, c'est après, bon, il y a eu bien sûr l'étude philosophique, l'étude philologique, l'étude théologique sur la Divine Comédie, mais ce qui m'intéresse plus là maintenant, c'est vraiment suite à l'invitation que les deux auteurs nous font à propos de la lecture de la Divina Commedia. Donc,
Il nous invite vraiment à passer par une lecture individuelle, singulière, surtout silencieuse, à une lecture exécutée, à une lecture à haute voix. Donc là, exactement pour, comme j'ai écrit, par sa propre voix, restituer l'énergie vocale latente qui demeure dans l'œuvre. Donc en fait, il m'a beaucoup frappé cette approche, on dirait, que j'ai écrit, une approche performative au texte dantesque. Donc non plus en tant que lecture privée, mais plutôt en tant qu'exécution. Donc une œuvre qui demande d'être exécutée. Là, ça m'intéresse beaucoup. Et après, on va affronter le thème. Comme déjà Contini nous explique clairement, un carattere costitutivo della commedia è la continua ripetizione di figure ritmiche e foniche pure. Dante è un impegnato, la cui parola è musica, ritmo et timbro, non solo melodia. Donc, vraiment le côté rythmique, le côté sonore de la prononciation de la parole dantesque, ça m'intéresse beaucoup. En fait, là, oui, il y a aussi quelques exemples. Sermonti, qui a beaucoup étudié aussi les diverses accentuations de vers, de tous les vers de la Divina Commedia. Par exemple, parmi les plus célèbres, on peut bien analyser le rythme iambique, donc papam, 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 qui est utilisé dans le plus important, le plus célèbre vers Amor cannullo amato amar perdona, ou encore Amor che muove il sole e l'altre stelle. Bon, après, il y a d'autres plein d'endocasyllabes possibles à enquêter, mais l'important, ce qui m'intéresse vraiment, c'est comme toujours Sermonti nous explique, c'est la nature même de l'endocasyllabe. Donc, non si basta, attiva idee, visioni, invocazioni, segmenti di narrazione di tanto respiro che non le contiene et si compiace di non contenerle. Donc c'est exactement ça, c'est une sorte de débordé de vers qui demande d'être exécuté, d'être prononcé, d'être mis en voix. Et là, ça m'intéresse beaucoup. Et surtout, vu que je m'occupe de l'improvisation chantée, m'a beaucoup touché la communication d'hier de M. Fichard, donc vraiment sur le gamme mosaïque, donc une conception déjà phonique, mais surtout démiurgique, donc la poésie qui est poiesis, donc création. Et là, cette interprétation de la lecture, oui, là c'est important, c'est une lecture du texte. Mais finalement, dans la lecture à haute voix, il y a vraiment une prononciation. Et là, il y a un caractère, je pense, quand même génératif. Et peut-être que là, on constate un lien avec la grande maîtrise de personnes comme des improvisateurs comme Colotti. Bon, là, c'est une question ouverte. C'est pour cela que par ça, dans mes fréquentations de la Corse et notamment dans les recherches de terrain sur lesquelles je réponds, déjà j'avais rencontré ces concepts de verso ou verso. Donc c'est comme déjà quand même a bien expliqué avant moi François Berling qui a dédié quand même beaucoup de sa recherche au thème. Donc vous voyez, oui, je disais, chez les improvisateurs du Chiaverispondi aussi, il y a la notion du verso, pas seulement, bien évidemment, comme Berling disait, bien évidemment dans le chant pagué, le chant polyphonique, on dirait, mais surtout aussi dans le chant individuel. Donc chaque improvisateur détient son verso. Bon, après, il y a aussi des disputes parce que il y a certains jeunes improvisateurs qui ont créé leur verso
d'emblée, donc sans s'appuyer sur une certaine tradition, je fais référence surtout à Cristofano Limongi. Il y en a quelques anciens qui ne sont pas trop d'accord avec ça, mais bon, ça c'est juste pour parler. Donc ce qui m'intéresse vraiment dans les concepts de verso, et que je pense qu'il va vraiment se lier à cette conception de l'approche performative de la Divina Commedia qui est suggérée par Sermonti e Contini, que je vous présente, dont je serais quand même content, ravi d'avoir un avis de votre part. Donc cette ambiguïté, donc il n'y a pas une véritable distinction entre la poésie et les chants. Là, semble vraiment que, vous voyez, verso contient une ambiguïté. Il faut moins y voir en effet une allusion à une structure métrique portante et par extension à une forme poétique strophique qu'une commodité langagière englobant une unité fondamentale entre verbe et son. Là, c'est Dominique Salini, bien évidemment, mais aussi M. Berling. Et on voit bien que le verso désigne le verbe poétique, mais également la ligne mélodique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la couple phonético-mélodique, le verbe poétique et la manière de le déclamer. Donc là, quand j'étudiais la Divina Commedia, à un certain moment, ça vraiment m'est venu cette sorte de lien, et j'ai voulu le faire. Donc une poésie qui est éminemment vocale, une poésie qui naît chantée, donc il n'y a pas un véritable distingue. Et là, je pensais que vraiment ça pourrait s'agir d'un lien ancien, vraiment, dans le concept de verso corse, à une conception de la poésie qui naît vraiment dans le moment où elle est chantée. Bon, sur ça, je serais content de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'une parole qui si consomme qui et adesso, une poésie éminemment vocale, et donc cet rapport indissoluble entre poésie, prononciation, déclamation et chant. Et ça m'a beaucoup frappé, la coïncidence de toute cette réflexion dans les mots verso que j'avais rencontré chez les improvisateurs corses, et notamment, bien évidemment, chez le Pagellac. Donc ça, c'est le lien que je vous propose. Et la troisième partie, ce qui je m'interroge depuis longtemps, depuis que je fréquente la Corse, je suis en Corse pour mes recherches, si la langue dantesque peut, dans les contextes, dans les milieux de recherche linguistique de dernières décennies et aussi du présent et du futur, comment, si la langue de Dante peut être liée après 7 siècles à tout ce qui se passe autour de la langue corse aujourd'hui. J'aimerais bien vous lire cet petit extrait de Vittorio Sermonti que je trouve sincèrement sensationnel. Et donc, comme vous voyez, alors, la lingua della commedia, che tacita in una summa tonale le disparate esperienze stilistiche del giovane Dante, costituisce e seguita a costituire un inesauribile scandalo linguistico, lingua della conoscenza e del canto, lingua impura, erudita e popolare insieme, che presta identica misura di attenzione alle geometrie musicali delle sfere celesti e ai congegni di un orologio meccanico, alla precipitosa circospezione di un ramarro che attraversa la strada e ai languori del desiderio, al sorriso furtivo di una dama e alla corruzione della chiesa militante, alle tecniche del peculato e al computo degli angeli, alle trappole del rimpianto e alle architetture della luce, alla libertà morale, alle malattie della pelle, ai nomi dell'acqua, alla circolazione monetaria, al disegno volubile d'un volo d'uccelli contro il crepuscolo e alla solitudine di Dio. Questa scandalosissima lingua continua, dopo 700 anni,
attentarsi e torcersi e sperimentarsi sotto i nostri occhi. Donc la question que je me pose vraiment, si on assume que la langue de Dante a été vraiment une langue source pour le développement de la langue italienne, une sorte de fond baptisimal à laquelle se nourrir. Je me demande vraiment si, comme Dante a fait une sorte de summa tonale, soit de ses expériences avant de la Divina Commedia, mais aussi de soi-disant Cento parlate de la Penisola. Et en plus que, selon Sermonti toujours, pour Dante, on trouve le fondement linguistique dans la poésie, et dans le vers, et dans les rimes, je me demande si vraiment on peut se haïter, on peut s'interroger, c'est pour poser la question si cette langue tellement, qui Sermonti et Contini, les deux, interprètent comme un scandale linguistique, une langue tellement vivante, peut aujourd'hui aussi entretenir quelques liens avec la langue corse, surtout que comme vous savez bien, bon, après si je me trompe, vous me corrigez, je trouve qu'en Corse il y a vraiment une forte coïncidence entre l'identité culturelle et l'identité linguistique. Donc je me demande si la langue des Dante peut apporter quelque chose ou pas. En plus que l'autoritas de Dante Alighieri, vraiment, ça pourrait bien aider à la légitimité d'une langue comme ça pourrait être le corse. Et donc, comme j'avais mentionné, ma présentation est surtout une question ouverte, donc je souhaiterais avoir votre avis. Là, il s'agit d'une brève étude sur la comédie que j'ai pu faire. Et donc, je vous remercie pour l'attention et je vous écoute. Merci bien. Quelqu'un veut donner son opinion? Toujours la bouche ouverte, excusez-moi. Peut-être ça va t'intéresser. Je ne sais pas si tu as vu les premières récurrences, l'histoire du mot dans la théorie musicale, du mot versus, dans le sens que tu dis. Je ne sais pas si tu l'as étudié. Je l'avais abordé en fait, mais bon, après je l'ai mis un peu à côté. Donc c'est une notion de revenir, mais explique-moi. Non, mais dans l'histoire du vocabulaire musical, je ne sais pas si c'est intéressant, mais la première récurrence que je connais, c'est sous les doigts et dans la bouche de Guillaume IX d'Aquitaine, Guglielmo IX d'Aquitania, qui dit « Compagno farei un vers de Dretnien », dice « farò una composizione poetica ». Ça désigne une composition musicale où le compositeur a fait le mot, le son, et plus loin, ça renvoie au versus de l'abbaye de Saint-Martial de Limoges. Le mot est un synonyme de trope. Les tropes qui sont donc des farcitures, comme on dit, du plein chant. On insère des syllabes dans un plein chant, et puis on en fait une mélodie syllabique. Les tropes ont donné des séquences, diésil, etc. Et alors il y a des tropes monodiques, mais il y a des tropes que l'on improvise en polyphonie. Il y a une polyphonie improvisée dès le début, dans le conductus, qui est une polyphonie en tout et pour tout semblable à celle qu'on entend chez nos amis corses. Et je me demande s'il n'y a pas quelque chose à fouiller dans ce domaine. Il faudra faire l'histoire du mot. Nous avons un dictionnaire allemand, Heinrich Egebrecht, Wörterbuch der musikalische Terminologie. Il se peut qu'il y ait le mot versus dedans. Je sais qu'on le trouve jusqu'au XVIe siècle. Il y a une chanson de Josquin des Prés, Il grillo buon contore, il fa lungo verso. Voilà, versus désigne la composition musicale. Les tropes se font en polyphonie et en monodie et désignent précisément une unité musicale et poétique en même temps. Il
D'accord, Je j'ai ne tout sais pas si noté. c'est utile, mais voilà. Scusa, io voglio dire una sciocchezza, ma io ho sempre interpretato, sai quella famosa novella di Franco Sacchetti in cui c'è Dante che cammina per la strada e c'è il fabbro cioè l'ho sempre interpretato come una... La conosci? Sì, che poi Dante si arrabbia perché Sì, rimane... rabbia perché... Passando per Porta San Pietro, udì un fabbro che mentre batteva sull'incudine cantava le opere di Dante a modo suo, come un cantastorie canta una storia, mescolando i versi danteschi con versi suoi, smozzicando e farfugliando, in modo che pareva al poeta una grandissima offesa. Senza proferire parola, Dante si avvicinò alla bottega del fabbro, dove quello aveva tutti i ferri per la sua arte. Il poeta afferrò il martello e lo gettò in strada, prese le tenaglie e le gettò via, prese le bilance e le gettò via, e così gettò in strada molti altri ferri. Il fabbro si infuriò come una bestia. Dante disse: tu che fai? Il fabbro rispose: faccio la mia arte, voi mi rovinate tutti i miei attrezzi gettandoli per strada. Dante di rimando: se non vuoi che io guasti le tue cose, non guastare le mie. E il fabbro, e che mai ti guasto io? E Dante ancora: tu canti il mio libro e non lo dici come io lo feci. Io ho solo quell'arte e tu me la guasti. È vero, sì, l'ho riletto recentemente. Credo che sia un po' una testimonianza di qualcosa che va nella direzione esattamente opposta, cioè che Dante allude, ambisce a scorporare la propria poesia da un contesto, diciamo, di declamazione musicale. Ecco. Cioè, a parte il discorso che il fabbro potesse essere più o meno, però il senso della vicenda, secondo me, quello che rende significativa la vicenda è il fatto che c'è da parte di Dante una consapevolezza perfetta del fatto di stare operando un tantissimo step, diciamo, in avanti dell'evoluzione della lingua poetica. Quindi, ecco, questa è una prima cosa che mentre invece mi pare che il tuo lavoro vada un po' nella direzione opposta, cioè di fare ricacciare che voglio dire è certamente legittimo, però volevo sapere poi, ecco, questa è la prima cosa che ti volevo dire, ma è solo una riflessione a margine. Un'altra cosa interessante è questa cosa sulla quale io sottoscrivo in pieno, dovendomi occupare, essendo dovuto occupare un po' anche di lingue minoritarie, e quello che dice Sermonti, che è la poesia che fa la lingua, no? Allora e lì ci sarebbe molto, cioè è vero, no? È vero, ma perché è vero? Cioè perché non tutte le lingue arrivano oltre la soglia dell'espressione poetica, no? Voglio dire, indipendentemente dal tipo di costrutto poetico, di costrutto politico, no? Che si crea intorno alle lingue minoritarie, moltissime non fanno il salto perché manca Dante Alighieri, manca un equivalente. Gli esponenti Pensiamo a Grazia Deledda che non ha mai scritto, il salto in realtà, no? Cioè è una scelta di campo non necessariamente politica, è la scelta di un registro per cui io posso decidere di suonare il pianoforte o di suonare il trombone, no? È una scelta, quindi anche questa è una cosa sulla quale che mi piacerebbe chiarire, cioè perché è così, cioè perché alcune lingue minoritarie rimangono lì come una mela acerba e altre invece maturano quello che sappiamo. E questo è niente, due... Sì, no, molto banalmente, ma magari poi ci sono altri esponenti ben più preparati di me. Sì,
sono d'accordo, penso che siano semplicemente gli autori poi che riescono a portare a un livello superiore magari una lingua come potrebbe essere il corso, che ha conosciuto pochissima tradizione scritta fino comunque magari all'Ottocento, quindi sì, sono d'accordo, penso che siano soprattutto autori di grande caratura che portano la lingua magari fino a quel momento acerba, invece una maturità, un'espressività, una ricchezza di un altro livello, quindi tale da creare un precedente e magari 100 anni dopo un altro autore cerca di confrontarsi, quindi si crea un circolo virtuoso nel corso dei secoli. L'esempio di Sacchetti sì, è esattamente il contrario, è vero. Tuttavia ho fatto mio questa suggestione, questo invito di questi due autori, perché penso che sia forse interessante riappropriarsi dal basso, anche appunto forse facendo come quel fabbro, però pur come dire, per farla vivere, per far vivere un'opera in maniera diversa, penso che possa essere una via interessante. Comunque sì, sono indubbiamente due correnti completamente opposte l'una dall'altra. Comunque grazie. Vorrei ritornare sulla parola di Mario Luzzi a proposito della sorgente del modello, perché se leggiamo i testi di Petrarca, della sua relazione con Dante, quello che si scopre è una violenza estrema, perché Petrarca ha un giudizio pessimo su Dante, perché si sente i suoi versi nelle strade. Lui ha l'orgoglio di essere letto soltanto dalla gente colta e di una certa borghesia avignonese. Invece Dante per lui è un poeta che è caduto, malgrado la sua grandezza scientifica, è caduto nelle strade e non è in grado di preservare la sua parola, la parola del popolo. Allora vorrei ritornare sul fatto che è un modello, ma anche una specie di strangulamento, se si dice così in italiano, che impedisce la sorgente di dare tutto il suo frutto. E credo che qui siamo insieme per lottare, per liberare Dante di Petrarca, insomma, e cioè di allargare il plurilinguismo di Dante, del monolinguismo di Petrarca, di cui la bellezza non si discute qui, però è fatta attraverso un gesto poetico di limitazione. Invece Dante ha relazione la più larga possibile al fatto linguistico, anche sulla parola libera di tutte le limitazioni borghesi sul discorso eletto e scelto. Così la parola di Luzzi apre un dibattito e non è soltanto una soluzione, e quello del Simonetti mi sembrava molto più aperta a questo livello. Sermonti. Oui, je voulais préciser aussi que point de vue anthropologique aussi peut-être une suggestion pour la citation de Dominique Salini. Lui parle d'ambiguïté. Ce n'est pas une ambiguïté, c'est une ambivalence. Nous disons en ethnomusicologie, vive l'ambivalence. Et le maestro Berlinghi aussi, il a dit au Portugal, et on est d'accord, le verso a cette duplicité, c'est une ambivalence. Il n'y a aucune ambiguïté. Il faut être aussi positif dans les mots concernant ce patrimoine immense. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai cité, en fait, les mots, c'est ambiguïté. J'aurais pu m'expliquer, mais oui, en fait, moi, que j'ai une formation d'anthropologie,
pour moi, ambiguïté, je lis tout de suite ambivalence. C'est ça. Donc, vous avez bien fait d'expliquer, mais c'est exactement ce que j'interprète. Enfin, je lis ambiguïté, je lis ambivalence. Donc, je suis d'accord avec vous, parce que s'il y a une ambiguïté, il peut y avoir l'ambivalence, et donc plusieurs choses à la fois. Donc il n'y a pas une distinction, c'est exactement ça. Il n'y a pas une distinction stricte qui divise. Mais en fait, c'est le même noyau, le même. Oui, moi je suis d'accord. C'est une citation et je suis d'accord avec vous. Bien sûr. Giovanni ha esposto i suoi interessi e ha anche sollecitato una discussione. L'approccio mi pare giusto perché ci sta parlando con competenza e con slancio un giovane che sta concludendo una tesi, quindi mi pare proprio giusto che ci sia questa sollecitazione. Io direi che però dovremmo distinguere diversi livelli. Partiamo dagli episodi come quello che ha citato Giovanni. C'è anche l'altro di Dante, l'asinaio, il quale recitava i versi di Dante, diceva arri arri, cioè il verso di incitamento all'asino, e Dante disse codesto arri non vi misio. Dante disse, tanto per cominciare non è che l'ha detto Dante, è tutta una, come dire, costruzione di novelle, di sacchetti, di sercambi e anche di tradizione popolare che si mantiene in varie zone, che passava Dante, il contadino gli chiedeva qualcosa, lui rispondeva. Questi racconti, a proposito di ambiguità e ambivalenza, hanno un'ambiguità, perché c'è il lato critico ma c'è anche il lato positivo. Torniamo al punto della popolarità di Dante, perché è vero che quel fabbro e quell'asinaio sbagliavano, però questo è un primo aspetto. Lasciamo il testo così com'è. Giovanni dice, se molti continui ci parlano della musicalità intima e la lettura silente e privata priva il testo di questa musicalità. Allora facciamo un passo in avanti. Il primo passo in avanti è la lettura pubblica a alta voce. Il secondo passo può essere la lettura del testo senza arri e senza versi del fabbro, del testo sacralmente conservato, cantato. Per esempio, nella tradizione toscana, canto all'ottavo, varie moduli di canto dell'ottavo, c'è anche un canto di modulo della terza riga. Quindi Dante veniva cantato ancora nella prima metà del Novecento e era una maniera di aggiungere all'elemento vocale, quindi non lettura silente, ma lettura alta voce, magari davanti a un pubblico, l'elemento musicale. Questo è un passo. C'è una terza questione. Un conto è parlare, è proprio il punto sul quale si è interrogato da ultimo Giovanni, è parlare di un Dante recitato ad alta voce, declamato o cantato col testo che è quello che è. Un conto è fare l'operazione e traduzione. Allora magari, non so Françoise se abbiamo il tempo, ma sarebbe possibile come complemento della relazione di Berlinguer di ascoltare e commentare qualcosa del lavoro di Dante in Paghiella. È vero che lo sentiamo domani a corte e riprendiamo la discussione lì. Grazie. Sì, io ho già sentito Dante in Paghiella e con profonda emozione, è bellissimo, è un'operazione culturale straordinaria quello che ha fatto il gruppo dell'Ari Cuccata. No, volevo solo commentare qualcosa, non ha detto ai lavori come io. Ho l'impressione che Dante voglia essere volgare sì, ma non triviale, nel senso che è vero che dice che vuole scrivere in modo che le muriercule lo possano capire, però tra i due registri che praticamente ogni lingua italiana ha, cioè quello alto e quello basso, lui sceglie sistematicamente quello alto. Anche il siciliano dice
no? Io non mi riferisco al siciliano popolare, mi riferisco al siciliano di corte, e questo vale sistematicamente. Il bolognese, sì, il bolognese è bellissimo, è una delle lingue del sì che gli piace di più, però poi la declassa nell'inferno a lingua del sipa, evidentemente il sì nella parlata popolaresca. E d'altra parte lui vuole prendere le distanze sistematicamente dal latino. Il volgare deve essere proprio volgare e nulla latino, tant'è vero che critica il sardo. Il sardo è pretenzioso perché fa finta di imitare, come una scimmia imita l'essere umano, fa finta di imitare il latino. Quindi è proprio naviga costantemente tra questi due, tra Scilla e Cariddi, cioè scadere nel popolaresco e invece continuare a mantenere un legame troppo forte con la tradizione classicheggiante. Grazie, siamo qui infatti nel nodo del problema del nostro convento e dunque proseguiamo. Nous sommes vraiment, ce qui est posé là, c'est vraiment le problème de l'énigme posé par Dante, qui correspond, le rapport entre Dante et les traditions populaires est une énigme. Et je crois qu'il faut vraiment recontextualiser à chaque époque la réception. C'est un problème de réception. La popularité de Dante induit nécessairement des malentendus et des prises de position ambiguës. Je crois que l'ambiguïté, il ne faut pas en avoir peur, hein. L'ambivalence et l'ambiguïté sont synonymes, mais ce qui est ambigu, c'est une question d'interprétation. Toute la tradition pétrarchesque, comme l'a rappelé Bruno, toute la tradition pétrarchesque à la Renaissance condamne Dante parce qu'il est vulgaire. Il le considère comme vulgaire, comme trop vulgaire. Et donc ces fables qui sont racontées à la Renaissance s'inscrivent dans cette tradition-là. Peut-être d'une manière ambiguë, d'ailleurs c'est à regarder de plus près, parce que ça s'adresse. Mais ce qui est un fait, c'est que Dante a circulé, n'a pas cessé de circuler en Italie, et certainement pas en France, certainement pas dans d'autres régions. En France, à ma connaissance, pas. Mais il a circulé en tant qu'archaïque, en tant que témoin de ce qui existait avant lui et dont il est peut-être pas la source, mais la résurgence. Je crois que c'est vraiment en termes de résurgence, comme il le dit lui-même, qui resurga la morta poesia. Et donc nous reviendrons sur toutes ces questions demain, cet après-midi et demain bien entendu. Donc merci à tous pour vos réactions, pour vos discussions et pour le niveau de réflexion dans lequel